Bonjour à tous, je vais vous faire un petit édito. En marge de la présentation d'Emerson Palmieri et de Shaqiri, Jean-Michel Aulas ainsi que Vincent Ponceau, donc le numéro 1 et le numéro 2 de l'Olympique Lyonnais quand même, se sont sentis le besoin d'intervenir, parce que là ils sentaient que la situation devenait un petit peu pressante eu égard des résultats sportifs du club, c'est-à-dire qu'on répète quand même 6 matchs sans victoire d'affilée, donc matchs amicaux et compétitions confondues. Et ils ont pris la parole. Ça c'est très très bien justement qu'ils prennent la parole. Alors Jean-Michel Aulas nous a fait un petit couplet de méthode Coué habituelle. Bon, ça on commence à connaître. Il défend l'institution. Et je trouve que ça a été plutôt pas mal, son intervention. Donc je vous invite d'ailleurs à aller sur le site de l'OL pour lire cette intervention de Jean-Michel Aulas. Et Vincent Ponceau qui lui a la parole extrêmement rare. C'est quelqu'un de peu prolixe, qui parle peu. Je me souviens d'ailleurs que Jean-Michel Aulas lui avait tendu plusieurs fois la perche et il lui avait demandé d'intervenir lors de la présentation en mai 2019 de Silvinho et de Juninho. Et c'était assez cocasse parce que Jean-Michel Aulas disait Vincent. Il lui demandait plusieurs fois son intervention, sachant que Vincent Ponceau est un homme de l'ombre à la base. C'est quelqu'un qui est un excellent juriste, qui parle peu, qui fait le travail dans l'ombre. C'est lui qui a envoyé le SMS pour Peter Bosz, par exemple. C'est vrai que la conférence de presse n'est pas son exercice favori et la communication non plus. Bon. Après, de par la fonction qu'il occupe à l'Olympique Lyonnais, il a pris la parole. Donc, dans un premier temps, Jean-Michel Aulas. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit en fait concrètement que l'Olympique Lyonnais avait un plan numéro 1, en sous-entendu, et que désormais ils activaient le plan numéro 2. Donc, c'est ce que confirment certains supporters de l'Olympique Lyonnais, Egon, dans les commentaires que j'ai pu lire sur le dernier édito que j'ai fait, qui disaient concrètement, ils voulaient voir comment ça se passe. Ils voulaient pas sortir d'argent. Ils voulaient voir comment ça se passe au niveau des résultats. Et s'il avait fallu, il n'aurait pas fait de mercato. Donc, pas fait d'achat, pas ramené de joueurs en prêt, si ça s'était bien passé avec la philosophie de Peter Bosz. Et donc, comme il voit que ça fonctionne pas forcément très très bien, et qu'on a les mêmes problèmes que l'an dernier, Jean-Michel Aulas, il a dit, on a activé le plan numéro 2. Donc ça, c'est l'explication qu'il donne. Moi, je pense qu'ils n'ont pas envie de sortir d'argent. Pourquoi? Est-ce que le club est en vente dans un an, comme pas mal de supporters le pensent? On ne sait pas. C'est vrai que l'âge du capitaine commence à peser à bord, 72 ans. Il est vrai qu'on n'a pas forcément envie, quand on va vendre un fonds de commerce ou une entreprise, d'investir lourdement dans des transferts quand même toujours hasardeux, sachant que on souhaite céder l'actif l'année d'après. Donc il a dit qu'il activait le plan numéro 2, à savoir, on tire tous azimuts, sans forcément cibler les besoins sur des postes précis, contrairement à ce qu'ils prétendent, en voyant un peu les joueurs libres, les joueurs qui peuvent être prêtés, qui viennent de grands clubs si possible, à moindre coût, sans transfert, voilà. Bon, réaction donc logique, voilà, de Jean-Michel Aulas. Là-dessus, je le défends parce que oui, il peut pas deviner quand même. Peter Bosz leur a vendu une philosophie, que Juninho leur a vendu également. On a une philosophie, patati patata, pressing, contre-pressing, occupation du terrain adverse, étouffer l'adversaire, pas lui laisser d'occasion, pas lui laisser le ballon. Ça a été vendu au mois de mai de façon tellement forte, football offensive, football de possession, qu'à la fin on s'est dit ouais, on y croit quoi, c'est beau, sauf que derrière on joue Porto, on joue Villarreal, on joue le Sporting, on joue Brest, on joue Angers et on joue Clermont, et là on n'a pas la même réalité quoi. On n'a pas la même réalité, ça arrive malheureusement dans le football, et là plan B. Donc le plan 1 c'était soi-disant de faire avec les joueurs en place moins Memphis Depay. Alors moi je suis un petit peu étonné quand même, parce que Jean-Michel Aulas c'est quelqu'un qui a de l'expérience, moi je suis un petit peu étonné. Car si c'était pour arriver à cette conclusion autour du 20 août, c'est-à-dire à partir du moment où on prend Emerson Palmieri, même au 15 août, ils sentaient que ça ne suivait pas les résultats, au bout de 4 matchs. Là, ils ont activé les plans de secours en disant ça va pas passer.
Mais comment voulez-vous qu'il en soit autrement? On perd Memphis Depay, qui est un joueur international néerlandais, qui est parti à Barcelone, qui est titulaire. Je pense que le départ de Lionel Messi l'aide pas mal aussi à être titulaire, mais en tout cas, il était pas loin d'être titulaire à Barcelone, quoi qu'il arrive. Je suis étonné parce que sous la Garcia, on avait déjà ce problème de pressing. On avait déjà ce problème de défense et de bloc équipe entre le milieu et la défense. On avait déjà ce problème, alors, soit de motivation pour aborder les matchs ou reprendre une mi-temps ou terminer une mi-temps, ou de concentration, avec des gros temps morts de 20, 30, 40, alors on disait même 45 minutes l'an dernier sous Garcia, avec les mêmes joueurs, moins Memphis Depay, c'est-à-dire quelqu'un qui est quand même motivé, hein, Memphis Depay, même si on aime moins le bonhomme. Comment voulez-vous qu'il en soit autrement? Comment on doit attendre le 15 août? Peter Bosz, il va pas d'un coup de baguette magique transformer la mentalité des joueurs. Ils ont une personnalité, elle est ce qu'elle est, les joueurs, voilà. Comment voulez-vous que ces problèmes de pressing, de défense, de motivation et de concentration s'éteignent du jour au lendemain avec le même effectif? Parce que les joueurs qui ont été prêtés l'an dernier, Joachim Andersen, Jean-Lucas, Youssouf Koné, ils sont plus au club. Ils étaient déjà pas au club l'an dernier, ils étaient prêtés. Un a été prêté, les deux autres ont été vendus alors qu'ils étaient déjà plus au club. Comment voulez-vous avec les mêmes joueurs, moi, Memphis Depay, que ça change? Évidemment que ce scénario recrutement catastrophe, ce qu'on appelle recrutement catastrophe, hein, évidemment qu'il devait arriver. Je m'étonne que Jean-Michel Aulas ne s'en étonne pas. Voilà. Qu'est-ce qu'il pensait découvrir pendant les matchs amicaux? Une équipe qui n'a pas de saute de concentration, qui est capable de jouer 90 minutes, une équipe qui n'a pas ses problèmes de défense avec les mêmes défenseurs, une équipe qui n'a pas de problème de pressing. On a ces joueurs qui sont en place, ils n'ont pas changé. Alors après, je peux concéder qu'avec l'affaire Mediapro, l'affaire du Covid, le manque de billetterie, que Jean-Michel Aulas n'a pas envie de sortir d'argent. Cette thèse-là, c'est soit celle-là, soit un départ proche du président Aulas, avec un nouvel actionnaire et tout. Bon, c'est l'une des deux, hein. Il n'y en a pas 10 000, hein, de thèse. C'est soit l'Olympique Lyonnais ne veut pas sortir d'argent, parce que voilà, Jean-Michel Aulas souhaite partir, et c'est ce que j'ai dit un peu plus tôt dans mon édito, soit les finances de l'Olympique Lyonnais. C'est vrai, comme tous les clubs, ont été hyper impactés par la crise sanitaire du coronavirus, et les confinements, et l'absence de billetterie, plus l'affaire Mediapro. Il y a deux thèses. Il y a deux thèses, il n'y a pas 10 000. On va vite le découvrir, au bout d'un moment, on va le découvrir. Peut-être qu'elles sont liées d'ailleurs, hein. Peut-être que le coronavirus a tellement impacté les finances lyonnaises, parce qu'il faut rembourser un stade aussi, il faut payer des joueurs. Et ces joueurs avaient des gros salaires, et vous voyez bien que lors des transferts, c'est quand même en train de baisser au niveau mondial. Même Kylian Mbappé, le Real Madrid ne propose plus que, excusez-moi, 160 millions d'euros. Mais qu'il y a 4 ans, il a été acheté, alors ça a été acheté en un an décalé 180 millions, alors qu'il a progressé le joueur. Donc on voit bien quand même que les clubs sont moins disposés avec cette crise du coronavirus à mettre d'argent sur la table pour les transferts, qu'il y a de plus en plus de joueurs talentueux qui partent gratuitement. Voilà, donc quelle est la direction par rapport à ça? On verra. Bon. En tout cas, Jean-Michel Aulas, à la fin, il a dit on n'a pas besoin de vendre pour acheter. Alors ça, il nous le sort tout le temps. Moi, je me dis, quand on répète toujours la même chose, c'est que c'est pas net. On n'a pas besoin de vendre pour acheter. Alors déjà, l'Olympique Lyonnais a vendu. Si je me trompe pas, ils ont vendu autour de 29 millions d'euros Joachim Andersen et Jean Lucas. Comment est-ce que les deux clubs, Palace, Crystal Palace et Monaco, ont payé? Parce qu'il faut savoir qu'il y a des clubs quand même qui se débrouillent pour étaler les paiements ou pas payer. Enfin, ça, c'est autre chose. Bon, en tout cas, dans la comptabilité de l'Olympique Lyonnais, dans les états financiers, il apparaît plus 29, plus 30 millions d'euros dans la comptabilité de l'Olympique Lyonnais. Bon, ça c'est un fait. On n'a pas besoin de vendre pour acheter. Mais Lyon n'a pas acheté. Lyon, aujourd'hui, n'a pas acheté de joueurs. Lyon a fait venir 4 joueurs. Il n'y a pas eu un achat. Il y a eu un achat, pardon, excusez-moi, Shaqiri, mais il y a eu 3 joueurs non achetés. Shaqiri a été acheté à une somme relativement modeste, mais en attendant, on est très loin d'être du gap des 29 millions d'euros générés par les deux ventes de Joachim Andersen et de Jean Lucas. Donc de toute façon, Lyon sera, quoi qu'il arrive, en trading positif par rapport au mercato, quoi qu'il arrive. Bon. Ensuite, Jean-Michel Aulas, il a fait une petite allusion au gardien. Il avoue publiquement qu'ils ont tout fait pour faire signer, en l'occurrence, Onana. Il le dit dans sa conférence de presse.
Alors, c'est toujours un peu ambigu, parce que il dit les choses se feront peut-être au dernier moment pour Nana. Alors maintenant, là où je suis un petit peu embêté, c'est par rapport à notre gardien titulaire qui s'appelle Anthony Lopez, qui, là je le comprends, il fait des sorties un petit peu, bon, à la limite de la régularité. Hein. Donc une dernière contre Angers, contre le défenseur Thomas, hein, je crois l'an dernier, au match aller. Euh, les médias lui sont tombés dessus à bras raccourcis, bon, fortement, lourdement. Et c'est vrai que le joueur, je sens quand même que depuis 1 ou 2 ans, et surtout, je pense que ce qui l'a impacté, c'est ce choc face à Kylian Mbappé, où il a fini avec une civière autour du cou, Kylian Mbappé. Je sens que mentalement, Anthony Lopez, ses critiques sur ses sorties non contrôlées l'ont impacté mentalement. C'est évident. C'est évident. Il est pas aussi performant qu'avant. Il y a quelque chose qui a changé dans sa tête, on n'y peut rien, hein. C'est un sport de haut niveau, hein. Vous savez, le fil il est tenu entre la réussite et l'absence de réussite, hein, dans le sport de haut niveau. Dans quel état on va encore retrouver maintenant Anthony Lopez, sachant que son président, le 25 août quand même, dit publiquement, on va voir si on fait signer Onana. Alors, un mec qui est disponible d'ailleurs au début novembre pour se rebarrer en janvier à la CAN, hein. Je vous le dis juste comme ça entre parenthèses. Bon, quel est l'intérêt de le dire publiquement? Alors Onana, peut-être qu'il se rapproche de l'OL parce qu'il voit qu'il n'a pas d'autre club, hein, faut être honnête aussi. Moi, je suis un petit peu inquiet pour Anthony Lopez. Il y a une absence de sérénité par rapport à lui. Il est déjà pas serein sur le terrain, Anthony Lopez. Bon, c'est déjà un caractère bouillant. Dans quel état on va le retrouver? Bon. Ensuite, on a eu droit à notre ami Ponceau, Vincent Ponceau. Alors, pour la petite anecdote, pour vous faire rire, pour montrer à quel point les médias parfois parisiens travaillent leur dossier, j'ai regardé une fois l'équipe du soir, hein, comme pas mal d'entre vous, hein, c'est entre 500 000 et 1 million de téléspectateurs. Et à un moment donné, il me semble que c'est Ménard qui parle à Didier Roustan, et il dit Vincent Ponceau a dit XXX. Bon, voilà. Et là, tu as quand même Didier Roustan, qui est censé être un journaliste, Didier Roustan, une sommité du football national, hein, quand même. Hein. Quelqu'un qui est installé dans les coulisses du football. Des fois, il y a des gens qui restent trop, hein, d'ailleurs, dans le football. Et qui a dit, c'est qui Vincent Ponceau? Moi, je lui rétorque quelque chose. C'est qui Leonardo du PSG? Moi, je connais pas. Je sais pas qui c'est. C'est juste Vincent Ponceau, le numéro 2 de l'Olympique Lyonnais. Donc, le gars, il est même pas capable de comprendre, de regarder, à minima, qui est le numéro 2 de l'Olympique Lyonnais. Ça n'a pas l'air de l'intéresser, a priori. Mais ça, c'est vachement bien, parce que Jean-Michel Aulas, il refuse de venir sur la chaîne de Thomas, Lyon Fan TV, qui est une chaîne où les gens, ils gagnent rien, quoi. Moi, je gagne rien. Thomas, il gagne rien. Les gens, ils gagnent rien. C'est une chaîne de fans pour les fans. Par contre, pour aller se balader sur le plateau de l'équipe 21, alors que Didier Roustan ne sait même pas qui est Vincent Ponceau, il a dit c'est qui Vincent Ponceau, ça le dérange pas, Jean-Michel Aulas. Il aurait pu demander des explications quand même au groupe Amaury, qui est propriétaire quand même, entre en l'occurrence de l'équipe, hein, du Tour de France, du Parisien et tout ça, hein, aujourd'hui en France. Il aurait quand même pu demander à Madame Amaury, qui est propriétaire quand même de l'équipe 21, quand même quelques petites explications par rapport à un chroniqueur qui s'appelle Didier Roustan, qui est censé connaître le football. Hein. Parce que bon, il est quand même très exigeant avec les fans, Jean-Michel Aulas, mais quand c'est l'équipe, hein, là, ça l'a pas beaucoup dérangé de venir sur le plateau 2 mois après pour aller parler. Hein. Oui, mais c'est Didier Roustan. Hein. C'est sûr que c'est pas nous, les petits gars de Lyon Fan TV. Voilà. Bon, parenthèse fermée. Donc par rapport à Vincent Ponceau, mais c'est bien une petite anecdote, ça fait pas de mal de temps en temps. Alors Vincent Ponceau, pour vous faire vite, il a dit Boss, on l'a choisi pour une philosophie et son rapport aux jeunes. Ben, ça on verra. Bon, pour le moment. Là où je suis un petit peu plus dérangé, c'est qu'il dit un peu une contre-vérité, Vincent Ponceau. Il dit Marcello, il s'entraîne avec la Pro 2. Alors, écoute, il y a quand même des articles qui sont sortis, à moins que les journalistes m'étonnent. Il sèche les entraînements, Marcello. Il dit on discute avec lui, il va aux entraînements. Non, il va pas aux entraînements, le mec. Il y a des articles qui sont sortis sur Foot Mercato, Maxi Foot et tout. Le mec, il va pas aux entraînements. Bon. C'est quand même une conférence de presse, donc bon, voilà. Et puis après, il nous fait un petit florilège des dossiers. Alors, Maxwell Cornet a émis son souhait de partir, et il est toujours là.
Imagine Maxwell Cornet, il part pas. On fait quoi? Donc on aura dit publiquement que Maxwell Cornet souhaite partir. Aujourd'hui, évidemment, on a 3 arrières gauche. C'est vrai, Enrique, Maxwell Cornet et Palmieri. Quel est l'intérêt au 25 août de dire Maxwell Cornet souhaite partir? Alors, lui mettre la pression, c'est ce que pense Thomas en l'occurrence. Imaginez, ils partent pas. Ils partent pas dans les 6 jours à venir. On fait quoi? On a dit publiquement que le joueur souhaite partir, mais après il part pas. C'est quoi l'intérêt par rapport à Burnley? Que l'offre elle baisse? Bon, j'ai pas trop compris. Azmoun, il y a des discussions. Pourquoi le dire? Pourquoi le dire? Pour faire remonter les prix? Pourquoi le dire? Ça sert à quoi de le dire? Il y a des discussions avec Azmoun. Et alors le sommet, Aouar, il espère, il aspire à jouer ailleurs, mais tout le monde sera content s'il reste. Alors là, c'est la phrase magnifique. Aouar, en gros, il veut aller jouer ailleurs. L'Olympique Lyonnais serait bien content s'il part, mais a priori, vu la saison qu'il a fait avant, qui est pas terrible, parce qu'il était beaucoup blessé, et ben il est pas parti. Il n'y a pas de touche. En français, ça veut dire ça, il n'y a pas de touche. Hein, voilà. Mais tout le monde sera content s'il reste. Bah oui, faute de prétendant, bah tu restes à la maison, quoi. Mais quel est l'intérêt de sortir ça sur Marcello, Cornet, Azmoun ou Aouar? Si vous le savez, dites-le moi. Moi, je sais pas. Parce que finalement, c'est pas forcément positif parce que ça prouve que le club veut se débarrasser d'Aouar, de Cornet, qui vise Azmoun, donc ça peut faire baisser les prix d'Aouar et de Cornet. Et puis ça peut faire monter le prix d'Azmoun. Et imaginez, ils partent pas les mecs. Et tout le monde sera content s'il reste Aouar. Bon, bah ça fait 2 ans qu'il veut partir, en gros il n'arrive pas à partir. Mais comment voulez-vous que nous, derrière, si ça se passe mal pour Aouar, il est pas bon sur le terrain, comment voulez-vous qu'on accueille Aouar à bras ouverts? Il est vice-capitaine de l'Olympique Lyonnais. Parce que j'oubliais pas un truc, Oussem Aouar est vice-capitaine avec Moussa Dembélé de l'Olympique Lyonnais. Le club a communiqué officiellement là-dessus. Je préfère vous le dire quand même. Hein. Donc en gros, le vice-capitaine aspire à aller voir ailleurs, alors qu'il vient d'être nommé vice-capitaine par Peter Bosz. Donc en gros, ton numéro 2 sur le terrain, en gros, il souhaite se barrer. Non mais ça va pas là, ça va pas. Il y a un truc qui... vous mettez, vous remplacez l'Olympique Lyonnais par une entreprise lambda, le mec qui est numéro 2 de la boutique, il aspire à se barrer. Dans ce cas, on n'a qu'à dire. Vincent Ponceau, qui est numéro 2 de l'Olympique Lyonnais, il aspire à aller voir ailleurs, peut-être au PSG. Hein. Mais s'il reste au Olympique Lyonnais comme directeur de football, bon, on sera tous contents. Là, vous voyez un peu, en faisant un peu un syllogisme, comment ça fonctionne le machin. Non, non, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Ensuite, il nous dit le projet est très clair. Bah, je viens de vous démontrer que non. Le projet, il n'est pas clair. On a 20 joueurs de l'académie, on les a blindés. Et puis, on a 20 joueurs professionnels à côté. Alors, moi, j'aimerais Vincent Ponceau. Bon, il me parlera jamais. Hein, pourquoi pas. C'est quoi l'intérêt de prendre Azmoun, sachant qu'on a déjà Islam Slimani et Moussa Dembélé en avant-centre? À 5 jours de la fin du mercato, quel est l'intérêt de cibler un troisième numéro 9? Question. Nous refaire une Moussa Dembélé, c'est-à-dire en gros que le mec il joue pas puis qu'en janvier il se casse. C'est quoi l'idée? De mettre Slimani à gauche alors que c'est pas Nédier, c'est un avant-centre. C'est quoi l'idée? J'ai pas compris. On a perdu un défenseur central, mais comme ils sont contents du petit jeune Loukeba, ils se disent oh bah non, on n'a pas besoin de défenseur central. Alors on a quand même Denayer, on sait pas trop où il est passé. Il est en fin de contrat dans pas longtemps, il a eu le Covid, il est blessé, il est machin, il a pas fait un euro sans sas. Voilà. On a Damien Da Silva, gros. Et on a le petit jeune Diomandé. Bon, bah, disons que ça va être long en défense centrale, hein, sachant qu'en plus on perd Marcello. On a 3 arrières à gauche, si Cornet part pas. Ça me rappelle la situation, vous vous en souvenez, où on multipliait les arrières latéraux, puis pendant 2-3 ans ça a duré, ce truc. Où en arrière droit, on avait quand même Léo Dubois, on avait Tété, le néerlandais, et on avait Raphaël le brésilien. Et en fait, on savait plus comment faire. Bon, à la fin, Tété, il a fini sur le banc, alors qu'en fait, il venait de l'Ajax. Moi, je pense que c'était un joueur plutôt sympa. Puis à la fin, ben, on espérait qu'il y ait un mec qui se pète, genre Dubois, Tété ou machin, pour qu'il y en ait un autre qui joue, quoi. Alors bon, tu te retrouves... Bon, bah aujourd'hui, t'as 3 arrières gauche. Rien ne te dit que Cornet va partir. Bon. Donc il aurait pu partir avant Cornet, hein. On aurait pu se démerder au mois de juillet pour qu'il parte. Hein. Bon, en l'occurrence, le projet est très clair, selon lui. Il dit projet est très clair. Qu'est-ce qu'on fait de Thiago Mendes? Qu'est-ce qu'on en fait? Maintenant que personne n'en veut, on en fait quoi? Et puis Aouar, notre vice-capitaine, on en fait quoi? Pardon. Ceci dit,
Merci Monsieur Vincent Bourseau, le projet a l'air très clair. Voilà, je vous ai décortiqué, vous allez me dire, ah, c'est machin, ça râle et tout. Non, 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 mon habitude, je vous apporte un éclairage. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, c'est votre choix. C'est votre choix. Après, juste pour les commentaires. Présente l'indicatif. Je pense E, tu penses ES, il pense, elle pense E, nous pensons ONS, vous pensez EZ, il pense ENT. Je le répète, parce que j'ai lu quand même 2-3 commentaires. C'est quand même classe de CE1, je précise. C'est pas arrogant, il va y avoir, arrête, t'es arrogant, machin. Non, classe de CE1. Respectez au moins le présent de l'indicatif quand vous mettez un commentaire acerbe. Voilà. C'est juste la petite blague comme ça. Donc si je peux faire un peu l'enseignant que je ne suis pas, je le, je le fais volontiers. On est quand même, on respecte notre langue française un tout petit peu. On peut faire des fautes, j'en fais régulièrement, mais pas sur du présent quand même. Voilà, s'il vous plaît, on est entre supporters lyonnais, on s'insulte pas. On critique beaucoup l'institution en ce moment, c'est vrai, avec Thomas, et puis Giuliano, et puis d'autres. Parce que voilà, ils essayent de nous vendre des trucs et on sait que c'est pas la vérité à 100%. On n'est pas complètement con. On n'est pas complètement idiot. Le projet, il est pas très clair, il est sur une jambe. Alors après, les gens en place, bah oui, quand l'argent est pas là, il y en a qui disent l'argent est pas là. Bah oui, quand l'argent est pas là, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué de faire un projet clair. Hein. Voilà. Donc bah moi, j'ai deux hypothèses. C'est soit Jean-Michel Aulas, bah, il est en train de céder son club à court terme, soit le club a été très lourdement impacté alors qu'il avait quand même contracté de lourds emprunts pour le stade et c'est vrai. Le club a été très impacté par l'affaire Media Pro parce que personne n'en parle. C'est sûr qu'on va pas compter sur les médias comme l'équipe ou France Foot pour nous en parler. L'affaire Media Pro s'est passée comme une lettre à la poste, mais faut pas oublier quand même que tout l'argent qui était promis, le milliard d'euros qui était promis au foot français, était très loin d'être versé, très très loin. Donc c'est pas tout, ça va pas fini dans les finances du club. Hein. Faut pas l'oublier, faut pas l'oublier. Ensuite, il y a eu le problème du Covid avec des stades vides pendant des mois et des mois et des mois. Voilà. Donc, est-ce qu'on a un départ de Jean-Michel Aulas, question, à court terme, ou est-ce que la crise du Covid et Media Pro, donc il y a le manque d'argent qui va avec, ont fait que l'OL est rétréci sur son mercato et essaye de nous raconter un peu la sauce qu'on a envie d'entendre? Ou est-ce que c'est pas lié, justement, l'affaire Media Pro et le Covid, n'ont pas décidé d'achever notre président qui est quand même combatif, qui lâche pas grand-chose d'habitude, de partir à un moment donné? Est-ce que c'est pas lié? Eh bien écoutez, bonne réflexion.